Ok, bon, bonjour à tout le monde. Alors, vous êtes bien sur le panel, donc quelle démarche pour l'EMI, l'éducation aux médias, à l'information dans l'espace francophone. Donc nous avons ici en présentiel des personnes venues du Québec et aussi donc Lynn Paget et Ève Baudin et aussi Sarah Jacquin qui est venue du Liban. Et en visio, on aura donc Patrick Vernier de Belgique et Blaise Pascal Anzongo du Cameroun. Donc déjà, on va commencer par les présentations. Donc, est-ce que vous pouvez présenter vos initiatives d'éducation aux médias à l'information dans vos pays ou provinces respectives et donc présenter vos activités. On va commencer par le Québec. Oui, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Écoutez, avec Ève Baudin, je suis la cofondatrice d'un organisme qui s'appelle le Centre québécois d'éducation aux médias et à l'information. Ce n'est pas un organisme public, c'est vraiment un organisme qui a été créé par des journalistes professionnels au Québec. Nous existons depuis 1 an et demi, mais finalement, on opère depuis 2018. Vous vous souvenez, en 2018, nous étions, durant le mandat plus ou moins catastrophique de Donald Trump, les médias vraiment étaient décrits. On attaquait la crédibilité des médias. L'expression fake news était sur toutes les lèvres en Amérique du Nord. Et un groupe de journalistes, on s'est dit, on ne peut pas laisser faire ça parce que souvent, le vent arrive du sud chez nous et remonte jusqu'au nord, jusqu'au Canada. On s'est dit, on va peut-être faire face à une crise vraiment des médias. Les médias seront attaqués. Alors, on a eu l'idée de créer une formation, un atelier donné par des journalistes professionnels. On a commencé tout d'abord par ce qu'on appelle chez nous les écoles secondaires, donc les jeunes qui sont âgés entre 14 et 17 ans. On a donc créé cet atelier qui porte le nom de 30 secondes avant d'y croire. Donc, l'idée principale, c'est de quitter les étudiants avec le conseil d'attendre au moins 30 secondes, de vérifier au moins 30 secondes avant de partager une information qui peut-être est fausse. Prendre au moins le temps de vérifier un peu, puis peut-être d'aller plus loin pour voir si cette information est valable. Notre atelier, Ève pourra vous en parler, c'est vraiment de donner des trucs, des façons de faire aux jeunes, comment on vérifie la source d'une information. Il y a des façons de faire. Les journalistes, connaissons, on fait ça tous les jours. Alors, on veut donner vraiment des moyens aux étudiants. Notre organisme, donc, depuis 2018, on offre cette formation. On a un réseau d'à peu près 70 journalistes qu'on réussit à dédommager grâce à une subvention du Secrétariat à la jeunesse du Québec. Il y a beaucoup de journalistes bénévoles aussi. Ce qui nous a vraiment réjouis, c'est que les journalistes ont été enthousiastes. Ils ont été très, très généreux pour participer à notre programme. On a rejoint plus de 40 000 jeunes depuis 2018, ce qui est quand même pas mal pour une petite organisation. Ça nous donne à peu près une moyenne de 300 ateliers par année qui sont donnés à peu près dans 500 établissements scolaires au Québec. C'est sûr qu'on a de grandes ambitions. On voudrait aller beaucoup plus loin. Ce matin, je discutais avec des journalistes ici qu'on appelle des journalistes en résidence qui se consacrent un peu plus, qui consacrent plus de temps dans les établissements scolaires. Ils peuvent y passer plusieurs jours. Il y a des productions journalistiques qui sont faites. C'est quelque chose qu'on envisage de faire, d'ajouter ça à nos ateliers que l'on donne maintenant depuis 2018. On veut aussi, avec notre site, qui est cqemi.org, si vous êtes curieux d'aller voir. On veut aussi devenir un carrefour des bonnes initiatives en éducation aux médias et à l'information, des initiatives qui ont les mêmes objectifs que nous, les mêmes valeurs. Et c'est intéressant d'entendre parler de tout ce qui se fait dans la francophonie, car ce serait intéressant de mettre les liens de ces initiatives sur notre site au Québec. Alors, je laisserai la parole à ma collègue Ève Baudin qui pourra vous parler un peu plus du contenu de notre atelier que l'on donne gratuitement aux établissements scolaires. On essaie de dédommager les journalistes, mais c'est l'engagement qu'on a pris auprès du Secrétariat à la jeunesse d'offrir sans frais nos ateliers dans les écoles. Vous voulez que je parle maintenant des formations? Parler un peu de l'atelier. Oui. Okay. Alors,
Oui, c'est un format assez simple parce que nous sommes une très petite structure. Nous avons une demi-employée qui est là. Qui est là. Alors, il fallait faire simple. Il faut faire simple. Mais nous faisons beaucoup de bénévolat, les journalistes qui sont impliqués donc dans l'organisation. Donc, en fait, ce qu'on a développé, c'est une formation. On jumelle les journalistes à des écoles qui en font la demande. Donc, et c'est en fonction de la région. Donc, le Québec étant très grand, il faut vraiment jumeler les journalistes en fonction des régions. Donc, ça, c'était un défi pour nous d'organiser ça au début. Donc, là, on a réussi à mettre en place quelque chose qui fait le jumelage de façon plus systématique. On a 2 formations. Une formation qui est plus d'introduction, je dirais, à l'information, mécanisme de la désinformation sur les réseaux sociaux, les différents types de fausses nouvelles, les impacts des fausses nouvelles, comment les reconnaître aussi, pourquoi on les fait, qui fait de l'argent avec les fausses nouvelles. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui intéressent les jeunes autour de la désinformation, des fausses nouvelles. Et puis, évidemment, donc, les trucs dont parlait Lynn. Et la deuxième formation qu'on donne aussi, qui est une formation, je dirais, pour davantage expliquer le travail des journalistes. Donc, comment travaillent les journalistes, comment est encadré le métier de journaliste au Québec. Il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui ignorent qu'on doit répondre à des normes et pratiques et des codes de déontologie, qui pensent qu'on peut écrire n'importe quoi, qui pensent que parce qu'on est financé par un groupe ou par le gouvernement, ça veut dire qu'on est à la solde du gouvernement ou à la solde du groupe de presse. Donc, il y a quand même pas mal de choses à démystifier et puis, c'est une bonne occasion pour nous. On voulait vraiment envoyer les journalistes en classe. C'était super important pour nous que ça reste un projet de journalistes qui vont à la rencontre du public, qui répondent aux questions des jeunes, des aînés, du grand public, donc dans les bibliothèques, dans les écoles, dans les groupes communautaires, dans les maisons pour aînés et tout. Donc, c'est très simple comme formation, mais c'est efficace. On voudrait aller plus loin, Lynn l'a précisé, mais pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Ouais. Mais on a beaucoup de ressources aussi, je pourrais en parler plus tard. D'accord. Et donc, Sarah du Liban, Sarah Jacquin, est-ce que vous pouvez présenter vos projets liés à l'éducation aux médias Oui. Alors, je vais vous présenter en grande ligne nos activités en général à la Fondation Samir Kassir au Liban et comment on en est venu à s'impliquer dans l'EMI. Donc la Fondation Samir Kassir, depuis qu'elle a été créée en 2005, nous travaillons de manière très proche avec les médias indépendants pour les aider à se développer, être autosuffisants. Nous faisons aussi de la documentation des atteintes aux libertés des journalistes et des artistes dans la région. Et nous aidons aussi les journalistes persécutés au niveau juridique. Nous avons aussi d'autres programmes où, par exemple, nous faisons des formations continues aux journalistes pour les aider à créer un journalisme de qualité. Et nous avons aussi un département culturel et on a un festival annuel qui s'appelle le Printemps de Beyrouth, un festival gratuit. Donc on travaille, comme j'ai mentionné, beaucoup avec les journalistes et on remarque que la jeunesse, elle est délaissée. Il faut savoir que les programmes, que tout ce qui est sensibilisation à l'éducation aux médias au Liban, c'est un onglet seulement dans l'éducation civique, dans les matières d'éducation civique dispensées dans les écoles, mais que ça n'a pas bougé depuis 1997. Et donc, ça ne reflète pas du tout l'évolution du paysage médiatique actuel au Liban et en général dans le monde et la numérisation. Donc on a décidé d'intervenir avec un projet manga que j'ai eu l'occasion de présenter maintenant dans le cadre du prix EMI. Pour pouvoir... Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu le projet justement manga, parce que c'est ça vraiment qui...
qui a un lien avec l'éducation aux médias, à l'information. Est-ce que vous pouvez juste brièvement présenter ce projet? Oui, en grande ligne, c'est donc sensibiliser, c'est des ateliers, on en a fait 5 jusqu'à présent, pour sensibiliser les élèves, les étudiants d'une tranche d'âge de 13 à 15 ans sur la désinformation au sens large et l'hygiène numérique. Et on a décidé de travailler sur un support qui est le manga, parce que c'est important de pouvoir adapter un langage qui leur ressemble plus, qui comprendraient mieux, et que ce ne soit pas très rigide et ennuyant pour eux comme atelier. Et voilà, c'est interactif, jeu de rôle, on s'interroge sur les bonnes pratiques à mettre en place lors de notre navigation en ligne, et comment se protéger sur le champ numérique. Et c'est quelque chose qui est très absent au Liban. Et voilà, donc je sais qu'il y a un média francophone ici, Beyrouth, qui est né il y a 1 an et demi, qui aussi de manière ponctuelle a fait 3 interventions dans des écoles, mais il n'y a pas de vision à long terme, et il n'y a pas les moyens, et il n'y a pas l'infrastructure aussi. Voilà, dans un pays qui est complètement, qui s'autodétruit de jour en jour. Donc il y a de quoi faire, et on espère inspirer d'autres partenaires et d'autres organisations à faire de même et de leur côté. Donc là, on va passer du côté du Cameroun, donc avec Blaise Pascal Anzongo. Est-ce que vous pouvez donc présenter votre initiative, votre projet Éduc Média au Cameroun? Bonjour à tout le monde, je suis Blaise Pascal Anzongo, en espérant qu'on me suit. Je suis du Cameroun et je suis le fondateur de l'association camerounaise d'éducation aux médias. Déjà, je tiens à remercier les initiateurs de ces assises, parce que nous avons été invités. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir rapidement le visa pour pouvoir être avec vous. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? Éduc Média, comme on l'appelle généralement dans notre contexte, notre association, c'est une association qui a décidé depuis 2017 de travailler avec les jeunes, d'abord dans un premier temps avec les populations de façon globale, afin de développer leur esprit critique en tant que consommateur ou producteur d'informations médiatiques. Notre association est née dans un contexte de crise sécuritaire au Cameroun, où s'est vu, n'est-ce pas, développer un grand nombre de fausses informations, des discours de haine par la suite, et ce qui a nécessité pour nous, n'est-ce pas, d'engager des activités à l'endroit des populations pour leur permettre de contribuer, n'est-ce pas, à réduire le taux de désinformation qui, n'est-ce pas, avait de plus en plus d'impact sur les populations déjà fragilisées par les crises sécuritaires dans le nord-ouest, sud-ouest du Cameroun. Et c'est ainsi donc que nous avons initié des activités avec l'UNESCO, déjà depuis 2019, où nous avons lancé au Cameroun pour la première fois la Semaine mondiale de l'éducation aux médias, et qui, jusqu'à l'année passée, a été célébrée au Cameroun à chaque édition. Nous avons également mené des activités dans le projet Coronavirus Fact, qui est un projet qui a été financé par l'Union européenne. Et nous avons beaucoup plus axé nos activités sur non seulement les leaders de la société civile, les leaders communautaires, mais également les responsables de jeunes qui peuvent, n'est-ce pas, dupliquer nos activités, dupliquer nos formations, nos activités de sensibilisation, afin de toucher des personnes qui se trouvent dans des zones où nous n'avons pas la capacité d'intervenir. Il faut déjà rappeler que les actions d'éducation aux médias au Cameroun ne sont pas très nombreuses. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'organisations qui s'intéressent à l'éducation aux médias, ce qui fait en sorte que notre capacité à nous déployer dans tout le territoire n'est pas assez évidente, et c'est pour ça que nous avons concentré actuellement nos actions sur des personnes relais, des personnes qui peuvent par la suite transmettre nos messages, dans les leaders communautaires
Le mois passé, nous avons travaillé dans le cadre d'une caravane qui a certainement été présentée dans le cadre du projet de la compétition Rive Sud pour la Méditerranée, où nous avons travaillé avec d'autres acteurs, notamment les radios communautaires et tous les responsables de structures de jeunesse pour leur permettre, n'est-ce pas, de pouvoir initier, concevoir des activités d'éducation aux médias à l'endroit des jeunes sur les questions de lutte contre la désinformation et les discours des haines. Educ Media a également participé à plusieurs formations en Afrique, notamment nous avons été chargés d'initier les organisations de jeunesse au Burundi à l'éducation aux médias, également en Côte d'Ivoire, au Tchad et aussi au Burkina Faso. Ce sont des expériences où nous avons, n'est-ce pas, mené des activités de formation et d'initiation des organisations de jeunesse à l'éducation aux médias, notamment pour leur permettre d'utiliser les médias de façon propice, pour permettre à ces jeunes de se développer via les médias, mais également pour contrer les fléaux tels que la cyber-haine, les cyberharcèlements, la dépendance au numérique, la désinformation, les discours de haine. Et aussi, les problématiques actuellement sont liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Voilà un peu comment je peux présenter Educ Media et quelques activités que nous menons actuellement. D'accord, merci. Et maintenant, on va passer du côté de la Belgique, donc avec Patrick Vernier. Est-ce que vous pouvez présenter votre organisme ? Voilà, bonjour à toutes et tous. Et désolé de ne pas avoir pu vous rejoindre pour des raisons de difficultés de mobilité liées à la situation sociale. Voilà, donc je suis vraiment heureux d'être là. J'étais présent à Bruxelles, forcément, en novembre dernier pour un atelier organisé dans le cadre des premières assises européennes du journalisme, où on a traité spécifiquement avec ma collègue Nicoleta Fotiade de Roumanie des questions liées au rôle des journalistes dans l'éducation aux médias. Et donc, c'est avec notamment plaisir que je rejoins les assises sources, les assises internationales. Alors, ce qu'on fait, je pense que certains d'entre vous connaissent déjà le Conseil supérieur d'éducation aux médias. Donc, pour être précis, moi, je suis localisé à Bruxelles et on assure le développement d'une politique d'éducation aux médias sur la communauté d'expression française, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui représente un territoire d'environ 4,5 millions d'habitants. Voilà, small is beautiful, petit village gaulois. J'en parle, je me permets d'ailleurs de saluer Lynn, on s'est déjà croisés, je pense, vers 2019 aussi dans l'une ou l'autre initiative, parenthèse fermée. Donc, les villages gaulois, parce qu'on continue à appeler notre travail éducation aux médias et pas éducation aux médias et à l'information, considérant que l'approche d'éducation aux médias, elle intègre une série de dimensions. Et c'est un peu ce que porte le Conseil supérieur d'éducation aux médias. C'est-à-dire qu'on va travailler évidemment sur des questions liées à l'information et à l'actualité, mais aussi toutes les autres dimensions, dont certaines ont été déjà abordées, les questions de risques liés aux usages, les questions de développement des compétences créatives, techniques, critiques, mais aussi la fiction, le cinéma. On aborde donc une approche très intégrée de l'éducation aux médias. Je ne vais pas tout présenter ici parce que vous n'êtes pas là pour subir une conférence, on va laisser du temps à l'interaction. Hein. Donc, voilà, on déploie toute une série d'activités. Le CESEM, c'est une autorité publique. Je crois qu'on est à peu près la seule en Europe à avoir été constituée par le Parlement depuis déjà un certain nombre d'années. Et on développe vraiment de nombreuses activités. C'est une toute petite équipe, le Conseil supérieur d'éducation aux médias, mais c'est surtout un collectif d'une 50aine de membres issus de tous les secteurs. On a des représentants des associations de journalistes, des représentants de différents médias, évidemment, mais aussi tout le secteur académique, recherche, enseignement, éducation des adultes, jeunesse, enfance. Donc tout ce beau monde est autour de la table. Et donc nous, notre propos, c'est de stimuler l'ensemble des acteurs dans leurs domaines respectifs à développer des compétences médiatiques des usagers jeunes, enfants évidemment aussi, mais aussi adultes. Voilà, pour une présentation très large. Alors, qu'est-ce que ça fait concrètement ? On finance notamment 3 centres de ressources spécifiquement dédicacés au développement de l'éducation aux médias dans l'enseignement.
On fonctionne avec des appels à projets dans différents secteurs. On a un appel à projet de production pour les réseaux sociaux, par exemple, qui est en cours. Un autre sur le développement de pédagogie pilote en éducation média. Encore un autre sur des microfinancements pour les écoles qui leur permettent de développer avec un petit budget d'initialisation, on va dire, des projets d'éducation média sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment l'action par appel à projet. Puis on a un domaine évidemment extrêmement important qui est un travail plus de coordination politique tout simplement, c'est-à-dire assurer que l'éducation aux médias prenne place dans les référentiels de l'enseignement obligatoire, notamment aussi veiller à ce que le média de service public mette en place des initiatives d'éducation aux médias, donc c'est un rôle vraiment de coordination politique. Puis à travers ça, on a aussi des opérations, ce qu'on appelle nous des opérations, c'est-à-dire des dispositifs spécifiques dans certains domaines. Je ne vais pas vous les présenter tous, il y en a un qui concerne le cinéma, un autre, et là on va s'y intéresser un tout petit peu, c'est le dispositif journaliste en classe, qui est une modalité d'éducation à l'information et à l'actualité et qui permet tout au long de l'année à n'importe quelle école, structure jeunesse, association culturelle de faire appel à une intervention de journaliste qui va intervenir suivant les demandes et les problématiques vécues sur le terrain. Parfois, ces journalistes sont amenés à travailler sur des questions de désinformation ou de mésinformation. Parfois, ils interviennent pour aider à la médiation par rapport à un fait d'actualité particulièrement marquant qui suscite le débat et tout ce qui s'ensuit sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est vraiment chaque fois une négociation sur le terrain. Alors cette année, on a eu une progression de 100% par rapport à l'année passée des visites de journalistes en classe. On est à un peu plus de 500 visites de journalistes en classe dans cette opération. Et alors, pour expliquer un peu l'aboutissement de tout ça, on est en plein travail actuellement pour mettre en œuvre un plan d'éducation aux médias porté par le gouvernement. Parmi les actions, il y a 62 actions qui vont se déployer en 3 ans. Parmi les actions qui concernent spécifiquement le domaine du journalisme et le rôle des journalistes en EMI, on va avancer encore dans ce dispositif journaliste en classe, puisqu'on va s'inspirer des pratiques existantes de journalistes en résidence, qui va permettre à ces journalistes non plus d'intervenir uniquement ponctuellement, mais d'avoir la possibilité d'intervenir à plusieurs reprises dans des établissements scolaires, dans des maisons de jeunes, des lieux d'accueil pour la jeunesse, etc. Donc, ils vont pouvoir intervenir à plusieurs reprises en fonction des projets développés sur le terrain. Ces interventions en résidence ont plutôt consisté à accompagner des opérateurs pour qu'ils puissent, par exemple, soutenir la création d'un média d'expression locale à partir des réalités des participants, médias lycéens, comme on connaît en France, etc. Voilà pour faire un très très rapide parcours et je vais laisser la place aux interactions. Merci. D'accord, merci beaucoup. Justement, une première question. Comment est abordée donc l'EMI dans vos pays ou provinces respectifs? Est-ce qu'elle est incluse dans les programmes scolaires ou est-ce qu'elle est seulement portée par les associations ou ONG? Au Québec, l'éducation média fait partie du programme scolaire, mais ce n'est pas une matière en tant que telle. C'est-à-dire que tant dans les programmes des petites écoles, les écoles primaires, secondaires, on dit que l'enseignant doit développer l'esprit critique chez les jeunes, doit faire d'éducation aux médias, mais c'est laissé un peu au bon vouloir des enseignants et c'est très asymétrique. Il y a des enseignants qui sont de grands consommateurs d'informations, de médias, qui vont en faire. Et c'est souvent les premiers à nous appeler pour avoir nos ateliers. Les autres, c'est plus ou moins. Donc, je ne pourrais pas dire que pour le gouvernement québécois et même canadien, ce n'est pas présentement c'est une préoccupation, l'éducation aux médias, mais ce n'est pas une priorité. On ne sent pas de danger. Il faut dire qu'il n'y a pas eu d'événements tragiques comme ce qui s'est produit en France. Je pense qu'il a donné beaucoup d'essor à l'éducation aux médias et au CLEMI. Ça ne s'est pas passé, mais il y a quand même une préoccupation. Il y a des associations qui s'en occupent. Présentement, on a pris pas mal de place, mais il y a aussi d'autres associations qui s'occupent beaucoup d'éducation au numérique. C'est sûr qu'on en fait aussi beaucoup, mais nous, notre préoccupation, c'est vraiment l'éducation à l'information, comment bien s'informer, comment reconnaître une bonne source. Alors, c'est un peu différent.
Et on tient beaucoup à ce que ce soit des journalistes qui portent cette éducation. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de virtuel durant la pandémie, mais on aime bien la présence en classe pour montrer aux jeunes et aux moins jeunes que l'information, ce n'est pas fait par un Big Brother quelque part inconnu dans l'univers, c'est fait par quelqu'un en chair et en os qui a une démarche avec une façon de faire, des règles à suivre, un code de déontologie. Alors, parce que notre objectif, bien sûr, la base de notre programme, c'est la lutte à la désinformation, la lutte aux fake news, mais aussi, en seconde partie, c'est de montrer l'utilité du journalisme dans une société démocratique. Et je pense qu'on va y ajouter quelque chose parce que j'ai été très inspirée par le thème de la rencontre de Tours, retrouver le goût de l'info. Je pense qu'il faut aller dans les classes et donner aux jeunes le goût de l'info. Parce qu'ils ne l'ont pas trouvé peut-être encore, ils ne peuvent pas le retrouver. Il faut d'abord qu'ils le trouvent. Je peux juste ajouter quand même qu'il y a beaucoup d'initiatives de journalistes même au Québec. C'est un très, très petit marché. Mais dans les 2 dernières années, donc les As de l'Info, qui est une coopérative, donc qui est née d'une coopérative de journalistes qui ont lancé un média pour les jeunes, donc pour les aider à s'informer sur des sujets d'actualité. Donc ça, c'est super intéressant. Avec qui on a un partenariat pour développer donc des ressources pour les jeunes aussi. Donc, il y a ça. Il y a Le Curieux, qui est un magazine aussi qui s'adresse aux jeunes, qui vise à sensibiliser les jeunes à l'importance de l'information, mais aussi qui les informe sur des sujets d'actualité. Parce que, bon, peut-être qu'on avait oublié les jeunes pendant un certain temps. On avait oublié de leur donner de l'information autrement que sur... Donc, les jeunes s'informaient sur YouTube. Ils regardaient... Maintenant, il y a beaucoup de contenu qui est produit pour les petits-enfants, dès 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 12 ans. Ça, c'est quand même assez particulier et c'est nouveau et ça fonctionne très, très bien. Donc, il y a ça. Il y a l'agence Science Presse qui a une spécialité pour qui je travaille, donc qui a une spécialité en éducation aux médias et à l'information scientifique. Évidemment, avec la COVID, on a vu à quel point c'était essentiel de donner une meilleure littératie scientifique aux gens, aux jeunes, aux moins jeunes. Donc, nous, on développe un cours de littératie scientifique en ce moment pour aider les gens à le faire. On a développé aussi pas mal de ressources, des balados, des fiches pédagogiques, des vidéos. Moi, j'ai fait toute une série de vidéos animées pour la télévision nationale, donc une petite trousse de littératie à l'information scientifique. Donc, il y a pas mal de choses, mais c'est vraiment laissé aux médias, aux petits médias, je dirais. Les gros médias n'embarquent pas trop ou aux associations. Donc, et puis, on pense qu'il y a un nouveau cours qui va être implanté dans les écoles secondaires, primaires et secondaires au Québec. Donc, c'est de 7 ans à 16 ans, 17 ans, qui va s'appeler Culture et citoyenneté québécoise. Et là, il y a l'éducation aux médias qui est inscrite. Et on espère que ça va faire changer un peu les choses. D'accord. Voilà. Et du côté du Liban, donc Sarah, vous avez un peu mentionné ça au début. Est-ce que vous pouvez un peu nous redire, oui, est-ce que c'est porté seulement par les associations ou est-ce qu'il y a aussi une politique liée à l'éducation aux médias? Alors, l'EMI n'est ni une préoccupation ni une priorité au niveau étatique. En ce moment, c'est le dernier de leurs soucis, disons. Mais il y a les compétences sont là. Et je pense que ça devrait être porté par des organisations de la société civile, bien sûr en collaboration avec l'État. Après, voilà, les écoles privées sont plus réceptifs à cette matière ou ce champ. Les écoles publiques, nous sommes obligés de passer par le ministère de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation est dépassé par les grèves, les salaires non payés. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment secondaire. Et pourtant, c'est primordial d'investir dans la jeunesse parce que pour rétablir aussi l'aspect social et parce que c'est eux qui vont porter... on compte sur les futures générations pour rétablir un peu pour défragiliser l'aspect social de la société libanaise. Donc voilà, il faut moderniser les programmes que j'ai mentionnés tout à l'heure en éducation civique. Je vois qu'aujourd'hui en France,
L'EMI, on discute de l'EMI potentiellement être une matière à part entière. Donc on est loin, on en est très loin, mais il y a de quoi faire. Et je pense que ça viendra naturellement. Et donc maintenant du côté du Cameroun, est-ce que est-ce que c'est seulement porté par les associations? Est-ce qu'il y a aussi d'autres initiatives au Cameroun? Bon, sinon, on va passer à la Belgique d'abord, du côté de la Belgique. Est-ce que vous... Ok, on fait un petit crochet par la Belgique pour rejoindre le Cameroun. Voilà, on passera au Cameroun après. Ça va. Ouais, comment dire? Donc, on est actuellement dans une pleine phase de développement de l'éducation aux médias. C'est vrai, stimulé par les politiques européennes, mais c'est aussi 20 ans de travail de fond qui ont été menés. Et pourtant, je peux vous dire que sur le terrain, beaucoup d'acteurs trouvent qu'on n'en fait pas assez et qu'il n'y a pas assez d'initiatives et qu'il faut encore renforcer l'éducation aux médias. J'ai l'habitude de dire, au fond, l'éducation aux médias, c'est vraiment un travail de marathon, quoi. Il faut partir de là où on est et construire, avancer, à la fois sur le plan opérationnel, mais aussi, c'est important, sur le plan structurel. On a la chance, effectivement, d'avoir créé en 2008 cette autorité publique indépendante, financée par les pouvoirs publics, évidemment, mais qui a survécu à un nombre important de gouvernements, de majorités politiques, et qui... pardon, excusez-moi, j'ai eu un message qui arrivait, qui permet de dépasser, au fond, le rythme politique qui est souvent, malheureusement, à assez court terme. Alors, pour revenir sur le terrain, donc nous, on a maintenant un cadre d'enseignement tout nouveau, on est en pleine réforme de l'enseignement, et tout comme au Québec et dans la majorité des pays, l'éducation média, ça n'est pas une discipline scolaire au sens traditionnel du terme, c'est réellement une transdiscipline. Donc on est à peu près aligné sur ce que ma collègue Lynn racontait, c'est-à-dire on va trouver des objectifs généraux en éducation aux médias, mais on a été, et c'est tout neuf, une étape plus loin, c'est-à-dire qu'on a veillé à concrétiser cette intention, cet objectif dans un maximum de référentiels disciplinaires. Donc on a aujourd'hui un espèce de programme coordonné où on voit bien qui doit faire quoi en éducation aux médias. Il y a des domaines disciplinaires plus importants en termes de volume d'activité, de compétences, de savoir. Il y a des domaines plus conséquents, plus importants que d'autres, évidemment. On a essayé de coordonner ça. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner dans 10 ans, puisqu'on est dans des rythmiques au niveau du monde scolaire un peu... 10 ans, c'est une bonne période pour pouvoir observer comment ça s'est développé concrètement. Le rôle des journalistes pour nous, et je terminerai par là, c'était une des questions, pour nous, tout part quand même de l'enseignant, de l'animateur, de l'intervenant, d'éducateur en éducation populaire. Donc quand même, le travail de haut long cours, c'est lui qui assure la continuité. Le journaliste, il va venir effectivement renforcer cette éducation aux médias de par son expérience particulière de professionnel de l'information. Il a un rôle évidemment important à jouer. On souhaite qu'il puisse le développer. Je terminerai par un exemple, c'est un projet qui fait écho à ce qui a été dit. C'est un projet qui s'appelle Questions Vives, qu'on a mis en place avec Amnesty International. Questions Vives traite de sujets d'actualité dans le flux. On a mis en place un réseau de centres, on appelle des sentinelles, c'est un peu une série de gens qui, à un moment donné, alertent le réseau en disant, voilà, sur le terrain, nos enfants, nos jeunes sont confrontés à une fracture liée à l'actualité. Ça fait débat sur les réseaux sociaux, dans les cours de récré. Et à ce moment-là, en 72 heures, ce réseau s'active et va proposer aux enseignants qui s'y sont inscrits, on a plusieurs milliers d'enseignants aujourd'hui inscrits à ce dispositif, pour recevoir une série d'indications de telle sorte qu'ils puissent traiter de l'actualité dans l'espace social, c'est-à-dire en dialogue direct avec le jeune, avec l'enfant ou avec l'adulte. Voilà un dispositif qu'on a essayé de mettre en place. Et je donne ça comme exemple. Je pense qu'il n'y a pas une seule stratégie intéressante en éducation aux médias. Il faut vraiment travailler avec des stratégies multiples parce que les besoins ne sont pas exactement les mêmes partout. Il faut pouvoir une offre suffisamment adaptable et adaptée aux besoins. Voilà.
Et j'espère qu'on a retrouvé le Cameroun. D'accord. Est-ce que le Cameroun nous entend? Je ne sais pas si... Ah, c'est bon, d'accord. Donc c'est sur la question justement au Cameroun, est-ce que les projets d'EMI sont seulement portés par les associations ou les ONG, ou est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas, un projet au niveau du gouvernement? Est-ce que c'est discuté? Voilà. On n'entend pas. Désolé, on n'entend pas. Est-ce que le micro est allumé? Là, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok, je disais, désolé pour la technologie, parce que là, nous sommes en très grande saison de pluie, dont nous avons eu quelques soucis. Voilà, je constate déjà qu'il y a plusieurs initiatives dans d'autres pays, et que parfois le gouvernement s'intéresse à la question d'éducation aux médias, mais je vais dire un peu contrairement à ce qu'on voit déjà en France, au Canada et certainement en Belgique. Le Cameroun ou le gouvernement ne prend pas véritablement la question de l'éducation aux médias au sérieux. Je voudrais déjà rappeler que l'éducation aux médias n'est pas inscrite, n'est même pas annoncée dans les politiques éducatives. Et nos activités à l'endroit même des enseignants ont été des échecs à plusieurs reprises. Je vais expliquer pourquoi. Parce que lorsque nous avons eu à travailler avec les enseignants sur la question de l'éducation aux médias, il s'est trouvé qu'ils ont toujours déploré le fait qu'il n'ait pas assez de temps, déjà pour leur propre matière, et de trouver du temps pour pouvoir consacrer juste un peu de moments pour l'éducation aux médias, ainsi de suite. Donc, cela a été déjà un gros échec. C'est pour cela que nous sommes passés nous avons laissé le côté enseignant pour travailler avec les responsables des activités post- et périscolaires dans les écoles qui s'occupent par exemple de la création des clubs. Et malheureusement aussi, on va dire que le gouvernement ne fait pas assez simplement parce qu'avec la pandémie de la COVID, il y a eu une accélération des cours à la maison, c'est-à-dire qu'il fallait utiliser les moyens technologiques, il fallait utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir recevoir les cours. Mais dans les programmes scolaires, il n'y a véritablement pas de leçons ou bien de modules qui ont été affectés à la question de l'éducation aux médias. Mais je vais dire quand même à minima dans les cours d'éducation civique et dans les cours d'informatique, il y a quelques bribes, n'est-ce pas, d'éléments qui peuvent renvoyer à ce qu'on pourrait appeler la maîtrise de l'information, la maîtrise des médias. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut se faire pendant un cours de CM en 5 minutes et ainsi pour toute l'année. Donc, c'est généralement les organisations de la société civile, les associations, les ONG qui s'intéressent à cela et qui vont vers les établissements et généralement vers des établissements privés parce que vers les établissements publics, c'est parfois aussi assez compliqué de pouvoir y accéder. Donc, nous avons, je prends le cas d'Éduc-Média qui est une association qui fait essentiellement dans ce travail de formation, de sensibilisation. Nous n'avons même pas eu une réponse positive de la part du gouvernement parce que nous avons déposé des lettres auprès des ministères et curieusement, le ministère de l'Éducation au Cameroun n'a pas trouvé nécessaire de permettre d'utiliser parfois les moments où les enfants sont en permanence pour pouvoir travailler sur ces questions. Donc, la société civile est celle qui s'intéresse le plus. On a le ministère des Postes et Télécommunications qui vient tout simplement de lancer une sorte d'éducation numérique, mais c'est encore sous forme de sensibilisation et parfois qui n'est pas assez bien structuré, parce que vous allez voir, on va se déployer dans des écoles et sans véritablement de pédagogie, puisque l'éducation aux médias elle-même a un ensemble de pédagogie, a ses méthodes, à ces domaines qu'il faudrait explorer et développer. Mais c'est parfois ces actions, parfois non structurées, spontanées, qui sont déployées au Cameroun. Donc, nous avons
heureusement la chance d'avoir quelques organisations plutôt internationales, notamment, je vais parler des CFI avec qui nous avons collaboré, avec l'OIF. Nous avons eu certains financements pour pouvoir plutôt mener des activités d'éducation média, non pas à l'endroit des élèves, mais beaucoup plus à l'endroit des jeunes qui sont dans les communautés, qu'on retrouve dans les quartiers. Et ce qui nous fait un peu, c'est mal parce qu'on aurait souhaité, en fait, le combat d'Éduc Média aujourd'hui, c'est que l'éducation média soit véritablement inscrite dans les politiques publiques et surtout les politiques éducatives au regard, n'est-ce pas, de toute cette déviance que nous observons sur les réseaux sociaux, particulièrement au Cameroun, où on se plaît plus à aller vers ce qui est plus amusant, ce qui relève du ludique, ce qui touche à la vie privée, que d'aller vers ce qui pourrait nous permettre d'avoir un emploi avec toutes les problématiques d'emploi que nous avons. Les gens se lancent plus dans des questions de haine, de désinformation. Ils sont plus prompts à partager la haine et la désinformation. Et cela ne favorise pas un environnement numérique assez sain au niveau du Cameroun. Donc, peut-être on profite aussi de cette occasion pour appeler à une solidarité internationale pour pouvoir booster nos politiques, passer par l'UNESCO par exemple, pour booster nos politiques, pour qu'elles puissent simplement s'intéresser à ces questions d'éducation média, afin qu'elles accompagnent non seulement les organisations de la société civile qui travaillent sur le domaine, mais qu'elles-mêmes puissent les prendre comme politique et puissent rendre ou les institutionnaliser dans les programmes scolaires. Merci. D'accord, merci. Oui, justement. Je ne peux pas m'empêcher de noter qu'il y a beaucoup de similarités en fait entre le Cameroun et le Liban à ce niveau-là. Justement, sur la question des écoles publiques et privées, on en avait parlé avant le panel. Est-ce que vous pouvez préciser au Liban justement la situation qu'on ne peut pas intervenir facilement dans les écoles publiques, c'est ça? C'est qu'il faut, il faut passer faut valider les interventions par le ministère de l'Éducation et le contenu et tout ça. Donc c'était compliqué, mais c'est pas que ça n'avait pas été validé. Le projet manga a été validé, mais il y a eu un retard sur la façon dont ça s'est fait à la fin du projet, et on n'a pas pu intervenir plus autant qu'on le voulait dans les écoles publiques. Oui, et justement, maintenant, on va passer à la question aussi des financements. Donc, comment vous financez vos initiatives, des financements privés ou publics? Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment vous... Oui, ça, c'est beaucoup de travail. Le financement, c'est la grande question. C'est sûr qu'il faut cogner à beaucoup de portes, même dans une société comme la nôtre. Comme je le disais tantôt, ce n'est pas une priorité au niveau du ministère de l'Éducation. On a frappé à d'autres portes. Le secrétariat à la jeunesse du Québec, qui était assez sensible à cette question-là chez les jeunes, nous a quand même fourni un petit budget annuel pendant 3 ans qui nous permet d'avoir les précieux services de notre coordonnatrice, Doria Ramani, qui est ici. Parce que, imaginez, jumeler les journalistes et les écoles, ça demande un travail, ça demande un suivi. Ça nous permet aussi d'offrir un certain dédommagement à nos journalistes formateurs. Il y a des journalistes qui le font totalement bénévolement, mais on essaie de donner un montant au moins pour couvrir le déplacement une partie de la journée aux journalistes pigistes. Et je crois que toutes les associations, j'écoutais ce matin les Français qui en parlaient, ça demande beaucoup de générosité de la part des journalistes qui font d'éducation aux médias, parce que ce n'est pas rémunéré, tout le travail qui est fait n'est pas rémunéré. Il y a beaucoup de bénévolat. Est-ce que ça pourra toujours continuer de cette façon? Je ne le pense pas. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les ministères de l'Éducation, que les gouvernements se rendent compte que c'est important et que l'information, que l'éducation à l'information et aux médias, bien, ça touche toutes les matières, hein, que ce soit les sciences, les mathématiques, le français et tout ça. C'est important et ça doit être présent, ça doit être prévu dans les programmes. Et il y a un financement qui est attaché à ça. Faire de l'éducation dans les écoles, c'est l'affaire des éducateurs. Mais faire de l'éducation à l'information, c'est aussi l'affaire des journalistes. Il y a un partenariat. Les journalistes doivent faire partie de la solution. Alors, pour le moment, c'est de cogner à toutes sortes de portes, cogner à la porte de fondations, cogner à la porte de ministères, et c'est un peu à recommencer chaque année.
Mais on survit depuis 2018 et je pense qu'on aimerait bien assurer la pérennité du Centre québécois d'éducation média. Et au Liban est-ce que F. Baudin, vous voulez rajouter quelque chose? 80% de notre financement vient de subventions gouvernementales. Oui. Donc, soit le palier de gouvernement provincial ou fédéral. Le reste, on va chercher un peu de dons, un peu de fondations, mais 80%, c'est quand même la subvention. Et puis beaucoup de bénévolat. Énormément de bénévolat. Et c'est à recommencer les demandes à chaque année. On connaît ça aussi en France. Et au Liban, oui, comment ça? Donc, on a travaillé sur un rapport qui va être publié très prochainement, qui cartographie tous les programmes qui ont été mis en place durant les 3 dernières années, enfin depuis octobre 2019, donc depuis le soulèvement populaire, qui cartographie tous les programmes qui ont touché à l'intégrité de l'information et à la désinformation, et ça nous a donné en plus une cartographie du paysage de l'information en général, sa consommation et sa circulation au Liban. Et sur 46 programmes, on a pu constater qu'il y avait 18 bailleurs de fonds différents. Il y en avait certains qui décident de rester anonymes, c'est normal. Et donc oui, si ce n'était pas par des bailleurs de fonds internationaux, il n'y aurait rien, on serait délaissé. On a donc identifié un top 3 des bailleurs de fonds internationaux. Les différentes agences des Nations Unies sont très investies. Il y a l'ambassade des Pays-Bas aussi, délégation de l'Union européenne au Liban. Donc, entre autres, ça c'est le top 3, mais après, il y a le CFI, il y a USAID, UKAID, ministère des Affaires étrangères de Norvège, donc ils sont nombreux, et même le ministère de l'Information dépend des Nations Unies pour leurs programmes, donc, et qui sont très peu. D'ailleurs, dans les 46 programmes, il y avait peut-être un programme porté par le ministère de l'Information, financé par les Nations Unies. D'accord. Et donc, au Cameroun, de quel financement bénéficiez-vous? Essentiellement des financements internationaux, des organisations internationales. Nous pouvons dire à 15% sont des financements internationaux et un petit projet avec une organisation de conseil, Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et questions de discours. On a des petites coupures. Okay. On a des coupures, on n'entend pas. Est-ce que ça revient? Ok. Là, vous me suivez? Oui, là, c'est bon, c'est bon. Ok, non, je disais qu'à 90%, ce sont des financements étrangers, des organisations étrangères, notamment l'Union européenne, l'UNESCO, on vient parler tout à l'heure de CFI, de l'OIF aussi, avec qui nous avons travaillé. Nous avons aussi eu des financements de Rogue Agency, qui est une organisation allemande. Et actuellement, c'est vrai, nous avons eu à travailler avec une organisation camerounaise, mais vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident et c'est un peu curieux parce que les problématiques, par exemple, de discours de haine en ligne, sont des problématiques qui divisent énormément le peuple camerounais, qui accentuent les conflits. Et on aurait pensé que le gouvernement serait beaucoup plus touché ou sensible à ces questions et de ce fait-là financerait plus facilement les organisations qui s'intéresseraient à ces problématiques. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Et aussi, beaucoup de bénévolat. J'ai suivi au Liban, on fait beaucoup de bénévolat parce que les financements ne viennent pas chaque fois. Il y a nécessité d'avoir du personnel qui va mener des activités avec les jeunes. Donc, on a beaucoup de bénévoles qui travaillent à temps partiel, qui sont recrutés parmi les étudiants. Parfois, certains conseillers d'orientation qui nous aident à passer les messages dans les établissements. Et c'est à ce niveau-là aussi, en tant qu'association, nous avons des petites cotisations des membres qui nous permettent donc de mener quelques petites activités ponctuelles
au niveau du Cameroun. D'accord, merci. Et en Belgique, comment sont financés donc, les projets émis? Alors, pour l'essentiel, c'est des financements publics, hein, c'est 100% de financement public. Donc, on a connu une première période, donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on est dans un cadre qui a été un cadre légal qui a été mis en place par le Parlement. Donc, on bénéficie, en vertu de cette loi, d'un financement qui existe depuis 2008. On va dire il a été non indexé, c'est-à-dire stable, mais pas en croissance entre 2008 et 2021. Donc, ça fait 13 ans où, en réalité, quand on n'augmente pas, ne fût-ce que l'indexation des financements, ça correspond à un définancement sur le long terme. Donc, depuis maintenant presque 2 ans, on a un coup d'accélérateur. Nos budgets sont en croissance de l'ordre de 60 à 80% sur base annuelle. Donc, on est en pleine phase. Enfin, je suis désolé, hein, ça peut paraître. Les situations qui sont expliquées autour de la table, on les a bien connues en Belgique. Aujourd'hui, on bénéficie réellement d'un alignement favorable des astres, on va appeler ça, qui permet d'envisager les choses beaucoup plus sereinement. Sur les journalistes, depuis le départ, l'opération Journalistes en classe qui est confiée donc, à l'association de journalistes professionnels, nous ne sommes jamais que des commanditaires et on confie l'organisation opérationnelle aux professionnels. L'AJP bénéficie d'un financement annuel et les journalistes qui interviennent dans le cadre de cette opération ont une rémunération, c'est quand même peut-être un peu trop superlatif, en tout cas d'un défraiement qui leur permet de faire un peu plus que du bénévolat. Voilà, mais c'est quand même très modeste. Hein. Mais malgré tout, voilà, depuis le départ, on a ce dispositif. Il y a des opérateurs que vous connaissez qu'on connaît dans d'autres pays européens qui sont internationaux. Je pense à Lie Detector, par exemple, qui a déployé une activité un peu très similaire en Allemagne, dans différents pays. Mais voilà, il défraie aussi des journalistes pour parler d'un autre opérateur que celui que je représente ici. D'accord. Et donc, j'ai une dernière question avant de passer aux questions du public. Justement, nous sommes donc dans des espaces, on parle d'espaces francophones, mais il y a aussi d'autres langues là où vous êtes. Est-ce que vous créez des ponts avec des initiatives dans d'autres langues? Est-ce que vos projets ont aussi lieu dans les autres langues de vos pays ou provinces, de vos pays, parce qu'au Canada, il y a la province, il y a le Québec, il y a la province et le pays Canada. Et donc, est-ce que, et comment vous pouvez aussi atteindre des populations, justement, qui ne parlent pas français? Et est-ce que vous avez des projets en lien avec ces populations? Pour le moment, pas vraiment de projet. Lorsqu'on avait fait la première mouture de notre atelier 30 secondes, on avait fait une traduction en anglais. Mais on n'a pas mis d'énergie pour vraiment rentrer dans les institutions anglophones au Canada parce qu'on avait beaucoup de travail déjà à s'implanter dans les écoles francophones. On a quand même fait des activités communes avec un autre organisme qui s'appelle Abilo Média, qui est beaucoup plus présent dans toute la partie anglophone du Canada. On participe à leur semaine des médias et tout ça. Donc, il y a des choses là à développer. Il y a un beau projet qui sera à faire et c'est du moyen terme. Comment faire des projets avec les communautés autochtones au Canada. Et on ne veut pas arriver dans ces communautés avec notre atelier tel quel. Je pense qu'il faudrait travailler avec eux pour l'adapter à leurs besoins et tout ça. Mais ça, c'est du moyen terme. Alors, pour le moment, on se concentre vraiment sur les écoles francophones et les bibliothèques francophones et ce public. D'accord. Et au Liban, est-ce que vous pouvez expliquer un peu la situation? Donc le manga qu'on a élaboré, il a initialement été créé en français, mais l'arabe est quand même la langue officielle au Liban, donc ça a été traduit en arabe et en anglais parce que on parle en majorité, les Libanais sont trilingues. On a travaillé. Donc, le manga en arabe a été délivré dans les écoles publiques et on a fait dans les écoles privées, écoles anglophones et francophones. Donc voilà. Sinon, des autres initiatives, on pourrait parler par exemple de l'essor des plateformes de fact-checking, qui est quelque chose d'assez nouveau au Liban. Il y a quelques plateformes de fact-checking en arabe, en anglais.
Mais il y a une méconnaissance de ces plateformes-là et qu'est-ce qu'est le fact-checking. Et on a pu aussi aborder ça à travers le manga. C'est un de nos onglets et initier aux élèves, initier les élèves aux plateformes de fact-checking. D'accord. Et au Cameroun? Oui, je voudrais déjà rappeler que le Cameroun a plus de 250 langues maternelles et 2 langues officielles, donc qui sont le français et l'anglais. Donc déjà, si je vous parle de 250 langues, ça veut dire que c'est assez difficile pour nous de travailler sur ces différentes langues-là. Mais ce que nous faisons, c'est justement, puisque nous travaillons avec des relais communautaires, des responsables d'organisations de jeunesse de communauté, les responsables ou les animateurs de radio communautaires, nous avons généralement à faire nos formations, nos activités auprès d'eux en français et en anglais, et qui, eux, par la suite, vont relayer ces activités dans les langues locales. Il y a des activités où nous faisons avec plutôt une interprétation, c'est-à-dire un système d'interprétation où on va parler en langue. En fait, si on ne maîtrise pas la langue du coin, on va parler en français et on a une personne qui va traduire en langue locale. Mais le projet est véritablement d'avoir des outils qui seront traduits en plusieurs langues. Mais le défi aussi est là parce que 250 langues, ce n'est pas évident. Et ce n'est pas facile de toucher autant de personnes. Et parfois, il y a aussi des difficultés pour pouvoir avoir écrit dans certaines langues qui ne sont pas encore véritablement officialisées en tant que langue écrite. Donc voilà un peu comment ça se passe au Cameroun. D'accord, merci. Et en Belgique, est-ce que vous avez des projets avec, dans langue flamande? Il ne faut pas parler langue à un belge. Vous savez, c'est très compliqué chez nous, l'histoire entre les flamands et les francophones. Globalement, toutes les matières culturelles, médias, enseignements sont régionalisées depuis plus de 40 ans maintenant, 50 ans quasiment. Donc c'est comme si on travaillait avec la Flandre, comme on peut travailler avec nos collègues italiens, espagnols, suédois ou finlandais. Voilà, je dirais un petit peu, c'est notre réalité. Et alors il y a des projets effectivement qui parfois font des ponts, c'est des projets locaux, mais ils sont objectivement assez rares puisque tout est organisé vraiment par zone linguistique. Ou alors il y a des projets internationaux, européens, des échanges internationaux qui existent dans d'autres langues. Notre propos est quand même essentiellement francophone. Voilà. D'accord, merci. Donc là, je pense qu'il nous reste peut-être 10 minutes pour des questions du public. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, alors c'est juste, je m'excuse, j'ai mal entendu tout à l'heure, c'était juste pour savoir, vous aviez parlé de, je ne sais pas si c'est le Liban ou le Canada, qui a dit que 80% de financement venait du gouvernement, c'était juste pour préciser. Oui, c'est bien ça. C'est Canada. Oui, de différentes subventions, pas d'un même ministère. C'est 80% à la fois de subventions municipales, provinciales et fédérales. Donc, de 3 paliers de gouvernement. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour à tout le monde. Alors ma question va s'adresser au panéliste qui intervient depuis la Belgique, qui a dit qu'au niveau de la Belgique, la situation est carrément différente lorsqu'il faut parler de l'éducation aux médias et à l'information. Et qu'en Belgique, c'était uniquement consacré, donc c'était dans le secteur de médias. Est-ce qu'il peut expliciter comment ça se passe ? Est-ce que c'est vraiment limité à l'éducation aux médias où il y a une complémentarité ou toute une autre organisation qui s'occupe de l'aspect informationnel ? Oui, bonjour Bexy, je me suis probablement mal exprimé. Donc simplement ce que je disais, c'est que pour nous,
on ne précise pas éducation média et à l'information, parce que l'éducation à l'actualité et à l'information fait partie de l'éducation aux médias. Donc, elle existe, c'est une des dimensions importantes de l'éducation aux médias, mais on couvre aussi toute une série d'autres domaines. Voilà, donc c'est pas du tout... il n'y a pas un organisme dédié à l'éducation à l'information. Pour nous, l'éducation aux médias, c'est l'éducation aux médias et à l'information, et à la fiction, et au cinéma, et à toute une série, et aux réseaux sociaux, et à l'intelligence artificielle. Enfin voilà, donc on a décidé de couper court à tous les « et » pour se limiter à la première partie qui couvre tous les autres, quoi. Voilà. Et je reviens, puisque j'ai la parole 2 minutes, pour redire au niveau de la Belgique, on a évidemment un collègue, une organisation équivalente en Flandre qui s'appelle MediaWays, avec qui on entretient des contacts réguliers et où on a des projets en commun. Il nous arrive en EMI d'avoir des projets au niveau fédéral et je voulais le mentionner aussi. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Bon, je pense qu'on peut clore le panel. Merci beaucoup à tous les invités, toutes les invitées. Et donc, on se retrouve maintenant pour les prix de l'EMI. Voilà. Merci beaucoup. Mon micro, voilà. La remise des prix EMI ont lieu en fait maintenant. Voilà.